Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Philippe. Philippe ne croit pas au destin. Il pense que le hasard peut nous apporter de belles opportunités, mais il nous reste à les saisir. Alors qu'il ne se retrouve pas dans son travail ni dans sa vie, il décide de faire le point en partant en formation à Hawaï, à la quête de lui-même. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Philippe. Retour à l'instant T. Donc mon histoire, en fait, pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière, avant ce fameux instant T, qui est le sujet de l'histoire, puisqu'à une époque, j'étais donc juriste, tout simplement, dans les entreprises, des contrats, des négociations, etc., etc. Et j'avais tendance à pas mal m'ennuyer dans mon travail. Et du coup, en dehors des heures de travail, voire même parfois pendant que j'étais au bureau, je me baladais droite à gauche sur les sites d'infos, d'actu, j'essayais de découvrir plein de choses. Et j'ai découvert la fondation TED qui fait ces fameux événements TED. Et un peu par hasard, j'ai rempli le formulaire pour en organiser un en me disant que de toute façon, bon, voilà, c'est juste pour le fun, mais que ça allait pas venir. Et quelques mois après, en fait, j'ai reçu un email de TED qui me dit bravo, vous avez la licence, vous pouvez organiser les événements. Ah, donc il te fallait une licence pour pouvoir les organiser ? Ouais, il faut une licence pour pouvoir les organiser. C'est une licence gratuite, mais ça après les permet de rentrer dans le cahier des charges qui est quand même assez strict de cette fondation et de faire les choses proprement. Et donc je me suis retrouvé avec ça. Je me suis dit, voilà, maintenant j'ai l'autorisation, il faut peut-être que je le fasse. Donc j'ai appelé mon meilleur pote. Je lui ai dit, écoute, tu te souviens de ce projet dont je t'avais parlé dernièrement? J'ai la licence, faut qu'on y aille. Donc je te recrute un peu contraint et forcé. Et puis voilà. Et a démarré cette nouvelle aventure dans ma vie. C'était vraiment inattendu, rien à voir avec mon métier d'origine, mais juste cette curiosité de découvrir autre chose, de découvrir de nouvelles idées. Donc j'ai commencé ce mouvement et ça m'a ouvert beaucoup de rencontres en fait, des gens que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer de par ma carrière, on va dire très corporate de juriste, réunion, 8 heures au bureau, ce genre de choses. Et ça m'a ouvert à beaucoup de choses. On m'a fait participer à des projets, on m'a présenté plein de monde. Tu gardais ton activité de juriste à côté ? Oui, alors j'étais toujours salarié en fait, mais dans une entreprise dans laquelle je me plaisais pas. Donc je faisais vraiment les horaires. À Tahiti, on fait du 7h30, 15h30. À 15h30, j'étais déjà à la porte à quitter le boulot pour aller m'occuper d'autres projets, quoi. Donc c'était T'avais hâte de filer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'avais ce boulot, c'était bien, ça me garantissait mon salaire, mais je m'y épanouissais pas. Et là, je venais enfin de trouver quelque chose qui était bénévole, donc je pouvais faire en plus de mon boulot, même si ça prend énormément de temps quand même à organiser ce genre d'événement. Et voilà, qui était la bouffée d'air que souvent on recherche, hein, comme beaucoup de gens recherchent quand ils sont ils se sentent enfermés dans ce travail. Donc j'ai eu la chance de ne pas avoir à quitter tout d'un coup, mais à pouvoir faire quelque chose en parallèle. Et de fait, toutes les rencontres que j'ai faites à cette époque-là, et de la petite visibilité que ça m'a donné, un jour j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à l'université ici. T'avais quel âge un peu pour nous remettre dans le contexte à ce moment-là ? 2014, si je fais bien mes calculs, j'avais 32 ans. Donc ouais, ça faisait déjà quasiment 10 ans que j'étais dans le monde professionnel, j'étais établi, je venais d'acheter un appart, voilà. Et à ce moment-là, tu vivais à Tahiti ? Oui, ouais, je vis à Tahiti depuis que j'ai 12 ans, donc voilà, j'y ai fait toute ma carrière. Ma vie est à Tahiti, donc quand même très loin de beaucoup de grands endroits géographiques. Et donc en 2014, je croise une personne que je connaissais indirectement par d'autres amis, qui vient me voir et qui me dit: «Écoute Philippe, je suis un peu ce que tu fais, c'est très intéressant. Je voudrais te proposer de participer à une formation en leadership qui dure 3 mois, qui se passe entre Hawaï et Taïwan». Donc en tant que formateur. Alors non, là, en tant que «formé» entre guillemets, en tant qu'étudiant, quoi. Il me dit: «Voilà, c'est une formation qui est donnée par un organisme qui est établi à Hawaï, qui aide les jeunes, qui sont dans la région du Pacifique à, monter un peu en compétences en matière de leadership et vu ce que tu fais, je pense que ça pourrait être, utile». Et je t'avoue que moi, après avoir entendu Hawaï-Taïwan 3 mois, j'avais déjà pris ma décision parce que qui refuserait une offre, comme celle-là? Donc je lui dis: «Bah oui, bien sûr». Il me dit: «Bah écoute, je t'envoie le dossier par mail, envoie ta candidature. Les candidatures sont à envoyer avant, à compter du 28 février». Donc je vais sur le site et on était, je crois, le 30 février ou le 1er mars, un truc comme ça. Ah, donc trop tard.
Et alors du coup, je me rends compte qu'effectivement, malgré ce qu'il m'avait dit, c'était trop tard. Alors je me dis: «Bon, c'est pas grave, je vais essayer quand même». Donc j'envoie ma candidature en me disant: «Bon, ben, voilà, c'est a priori, c'est mort, mais On pourquoi tente quand pas, même. voilà, on tente quand même». Et au mois d'avril, donc un bon mois et demi quasiment après, je reçois un email en disant: «Ben, bravo, vous êtes sélectionné pour un entretien pour participer, à ce programme». Ça s'appelle le Pacific Islands, Leadership Programme. Ah, je me dis: «Bah, tiens, bah, alors ça, je m'y attendais pas du tout». Là, tu vois, encore une chose qui me tombe un peu par hasard, comme ça. Et donc je fais l'entretien et quelques semaines après, on me dit: «Bah, bravo, vous êtes sélectionné, vous pouvez participer». Donc il va falloir faire une demande de visa parce qu'il faut aller aux États-Unis pour un certain temps et du coup, c'est pas comme du tourisme. Donc il y avait quand même tout un tas de démarches à faire et bien sûr, il fallait que j'obtienne l'autorisation de mon employeur chez qui j'étais, et je vais voir mon directeur immédiat et lui me dit: «Non, c'est pas intéressant pour nous, je vois pas l'intérêt de cette formation pour l'entreprise, donc on veut pas que tu partes». Ah oui, donc ça te stoppe dans ta lancée. Ah ouais, complet, ouais, j'étais là, je dis: «Bah, mince». Alors, bon, l'avantage, c'est que quand tu es juriste, tu connais quand même un petit peu le droit et notamment le droit du travail. Donc j'ai potassé un peu mes bouquins et je suis revenu le voir en lui disant: «Mais tu sais, tu pas le droit de m'interdire parce qu'en fait, vous payez rien. Toute la formation est payée 100, les billets d'avion, les visas, enfin tout est payé». C'est vraiment un truc, une belle opportunité. Donc je lui dis: «Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de le faire». Alors il me dit: «Ah, bah, je vais vérifier ça avec la RH, mais OK, on revient vers toi». Donc il vérifie ça, il me dit: «Bon, bah, effectivement, on n'a pas le droit de t'empêcher, donc tu peux y aller, on te donne un congé formation et puis tu y vas». Ah, comme quoi, heureusement que tu faisais cette profession, C'est clair, le juridique, ça, il y a toujours un bénéfice, même si après on travaille pas dans le droit. Et donc voilà, donc je me dis: «Bon, bah, ça y est, banco, j'y vais, je pars 3 mois, Hawaï, Taïwan, ça va être l'aventure, ça va être super». Et à ce moment-là, dans l'entreprise, il y a eu un changement de PDG et le nouveau PDG était quelqu'un que je connaissais, qui m'avait connu au travers de TEDx et qui me dit: «Ah Philippe, je suis super content de t'avoir dans cette boîte, je sais que tu es pas bien, mais t'inquiète pas, maintenant que je suis là, on va redynamiser tout ça, ça va bien se passer, d'ailleurs je compte sur toi pour intégrer l'équipe dirigeante», enfin blablabla, grand discours. attends, ça c'est après être parti à Hawaï? Non, non, j'étais pas encore parti. On est, Ah, c'était juste ouais, avant? c'était juste après avoir eu l'autorisation de partir, mais j'étais pas encore parti que cet événement survient. Ah donc bonne nouvelle, super bonne Et du coup, nouvelle. bonne nouvelle, je me dis: «Bah, c'est génial». Alors je lui dis: «Bah, tu sais, mais là, j'ai tel programme qui arrive, je vais partir pendant 3 mois». Il me dit: «Ah non, mais il y a pas de souci, c'est génial, ce sera encore mieux quand tu reviens, tu seras formé, j'ai plein de projets pour toi à l'international», enfin, il m'a vraiment sorti les violons, la grande sérénade. Et donc je me dis: «Bon, bah, parfait, tout a l'air de s'aligner, je pars en formation, je vais revenir dans 3 mois, j'aurai un super poste, parfait». Et arrive le mois de août où je devais donc partir sur Hawaï pour cette formation. 48 heures avant mon départ, je reçois un coup de fil du PDG qui me dit: «Écoute Philippe, je sais que tu dois prendre l'avion dans 48 heures, mais vu le contexte de l'entreprise, je te demande de rester. Oh là là. Si tu restes, ta promotion, tu l'as tout de suite, mais j'ai besoin de toi en ce moment, il y a beaucoup de dossiers à gérer, mais si tu vas quand même, quand tu reviendras, je te donnerai ta promotion, c'est promis, il y a pas de souci». D'accord, donc c'était même s'il essayait un petit peu de t'avoir par les sentiments, il te faisait comprendre que tu avais le choix et que tu étais pas viré ou tu pouvais t'asseoir sur ta promotion si tu y allais. Voilà, c'était techniquement ce qui devait se passer. Alors je lui dis: «Tu vache quand même de me donner ça, alors que je suis sur le point de partir». Je veux dire, je suis en train de faire mes valises, c'est quand même pas cool. Donc je lui dis: «Écoute, donne-moi 24 heures, je réfléchis, je te donne ma réponse demain». Il me dit: «OK, il y a pas de souci». Au moment où j'ai raccroché, je sentais en moi qu'il fallait que je parte. Ce sentiment un peu dans les tripes où tu sais que voilà, tu as déjà la décision qui est prise. Je me suis dit: «C'est quand même une décision qui est pas anodine, promesse de carrière et cetera. Faut pas que je fasse les choses, sur un coup de tête». Donc j'ai fait ce que je fais toujours dans ces situations-là. J'ai appelé mon père, j'ai dit: «Qu'est-ce que tu penses?» et tout. On a discuté, après il me dit: «Bah, c'est ta décision, c'est toi qui vois, mais voilà, moi les avantages, inconvénients que je vois à chacune des situations». Et je me suis dit: «Non, quand même, Hawaï, Taïwan, c'est quand même une occasion, en or», et puis il m'a dit qu'a priori ça devrait bien se passer si je reviens après, donc j'y vais, je pars. Donc je l'appelle, je lui dis: «Écoute, c'est très gentil, mais je suis désolé, je vais partir, je sens qu'il faut que j'y aille». Il me dit: «OK, bon, je respecte ta décision, pas de souci, on se voit à ton retour». Et donc je pars, enfin, après toutes ces petites péripéties, faire, cette formation, sur Hawaï, et ça a été pour moi un vrai déclic pour, un changement de vie. C'est un peu fort comme expression, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Explique. En fait, ce programme, est une opportunité unique. Il te donne
3 mois pour quasiment réfléchir et tu es accompagné, D'accord. Sur quoi? Sur sur toi, sur le ta vie personnelle, professionnelle? ouais, surtout, en fait, parce que c'est vraiment très complet. C'est-à-dire, comme c'est du leadership, on te dit: «Bah, tu es un leader, pas qu'au travail». Donc c'est toute ta vie entière qui doit être repensée et donc tu es encadré de professionnels du monde entier. Tu es sur un campus où tu as des gens du monde entier, donc tu déjeunes le matin avec quelqu'un qui vient d'Afrique, tu dînes le soir avec quelqu'un d'Afghanistan, tu vas faire tes courses avec des gens du Pacifique. Enfin, Ah oui, tu rencontres des gens qui viennent de partout, super intéressants, des 4 coins du monde, quoi. c'est ça, tu es immergé dans ce contexte où en plus tout le monde est super ouvert, donc tu parles de plein de choses, il y a pas de conflit, il y a pas de dispute, c'est des conversations parfois, intenses, sérieuses, mais avec beaucoup de respect dans cet état d'esprit, voilà, qu'ils ont réussi à créer dans cet organisme qui est vraiment fascinant. Donc toi, tu te retrouves comme un poisson dans l'eau là-bas? Et moi, je me retrouve heureux comme pas permis à faire des choses, que j'aurais jamais, envisagé faire. J'ai rencontré Desmond Tutu, un des compagnons de route de Nelson Mandela. J'ai rencontré, John Kerry. Bon, ça, c'est un peu moins fun, mais c'était quand même impressionnant malgré tout, et puis après, on part à Taïwan pendant plusieurs semaines où là, pareil, on rencontre, le gouvernement, les universités, les entrepreneurs, enfin, exposé, si tu veux, à des choses que en rêve, en te disant: «Ah, je vois ça à la télé, ça me ferait kiffer», mais tu te dis, moi, en plus, sur ma petite île, en plein milieu du Pacifique, et si tu veux, moi, je me suis dit: «OK, ça me dit que juriste dans un bureau, c'est plus pour moi». Moi, je veux faire des trucs, beaucoup déjà plus à l'international et plus tournés vers, voilà, vers cette richesse humaine, de partage de la diversité, de réflexion sur des problèmes de fond, enfin vraiment, quelque chose qui, voilà, qui tu te lèves le matin, tu te dis: «Ouais, de quoi je vais parler aujourd'hui? Ça va être génial». Et donc après ces 3 mois, je vais voir le staff qui m'avait donc formé. Je leur dis: «Les gars, j'adore ce que vous faites. Moi, j'envisage de quitter mon job. J'aimerais travailler avec Tu vous». as pas perdu de temps? Ah ouais, au cash. Ah, c'est pas mon style. D'habitude, je suis vraiment très discret, très timide, mais alors là, j'ai dit: «C'est l'occasion ou jamais, il faut que j'y aille». Et puis le staff était très ouvert en plus sur tout, donc c'était très facile de leur parler. Mais voilà, tu te voyais déjà t'épanouir dans cet environnement davantage que dans ce métier de juriste qui te plaisait déjà, qu'à moitié, quoi? Ah ouais, ouais, complètement. Là, c'était vraiment là, j'avais une énergie, si tu veux, que j'avais pas retrouvée depuis des années, quoi. Peut-être même, ouais, depuis un paquet d'années, quoi. Et donc ils me disent: «Écoute, on t'a bien apprécié pendant le programme, tu étais bien engagé et tout. On n'a pas de poste là pour toi, mais ce qu'on te propose, c'est que l'année prochaine, on te ramène pour le même programme, mais cette fois-ci pas comme participant, mais comme, membre du staff». Ah, j'ai dit: «Bah, Bon, super. génial, banco, j'y vais». Et je leur dis: «Bah, c'est parfait, comme ça, moi, je rentre chez moi à Tahiti, je quitte mon job, je lance mon entreprise dans ce genre d'activité, et puis, bah, on verra si d'ici là, j'arrive à créer quelque chose». Et ils me disent: «OK, on fait ça». Mais donc toi, tu étais déjà décidé à ton retour, c'est fini le Ouais, 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 là, c'était, si tu veux, j'avais aligné les points. Je dis: «Bon, TEDx plus cette expérience, OK, c'est le nouveau domaine vers lequel il faut que j'aille, c'est vraiment ça qui me plaît, quoi». Ça m'avait ramené aussi à des expériences que j'avais vécues beaucoup plus jeune, de voyages, voilà, de rencontres. Je me dis: «Ouais, c'est vrai que j'adorais ça avant, pourquoi m'embêter, quoi?» ça t'est tombé dessus un peu en mode révélation, c'est pour ça que j'ai envie de me lever le matin? Ouais, alors, j'irais presque plus réveil que révélation. C'était vraiment de dire, «Ouais, secoue-toi, tu étais un peu enfermé dans ta routine là, faut que tu reviennes aux fondamentaux». Et donc je suis rentré à Tahiti, je me suis dit: «Bah, il va falloir que je vende mon appart parce que lancer une entreprise avec un crédit immobilier, c'est pas top. Il va falloir que je démissionne, il va falloir que» et cetera et cetera. Donc au début, c'était un peu effrayant. Puis en travaillant sur le projet, bah, finalement les choses ont commencé à se mettre en musique petit à petit, et assez rapidement, bah, j'ai eu du retour de gens à qui j'en parlais, qui me disaient: «Ah mais ouais, mais carrément». Tous mes amis me disaient: «Mais qu'est-ce que tu as changé? C'est impressionnant, on te reconnaît plus», mais en bien, vraiment, Ouais, c'était positif. c'est ça, réveillé, quoi. Et donc j'accélère un peu, on arrive en 1 an plus tard, et donc l'organisme hawaïen me contacte en me disant: «Bah, écoute, banco, tel qu'on avait prévu, on te fait revenir. C'est une expérience, on l'a jamais fait avant, donc on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, tu viens quelques semaines, puis après on verra». Je dis: «OK, ça me va». Donc j'y vais pour quelques semaines, et là, c'est un vrai bonheur. Au-delà d'apprendre, j'étais vraiment dans la pratique de cet apprentissage, de ces méthodes qu'ils avaient, et puis une équipe enseignante, vraiment adorable, super ouverte, disponible, des gens qui t'aident à vraiment progresser en tant qu'individu. Donc c'est vraiment un cadre idyllique.
Même si, sans vouloir faire le compliqué, Hawaï, c'est pas ma tasse de thé, mais, mais en tout cas, le boulot qui était là était sympa. Et donc, ils me disent, bah, on aime bien ce que tu fais, on va te garder jusqu'à la fin du programme, tu vas même partir avec le groupe à Taïwan, tu seras le seul staff à voyager avec eux, on te fait confiance, vas-y, banco. Vraiment, j'étais comme un poisson dans l'eau, et l'expérience s'est bien passée. Donc, à la fin de cette première expérience professionnelle avec cette organisation, ils me disent écoute, on te ramène l'année prochaine. Super, où je signe quand vous voulez. Donc je repars à Tahiti, je continue à travailler sur mon entreprise ici, etc., etc. Et arrive donc 2016, la fameuse année qui nous concerne aujourd'hui pour ton épisode. Et je repars à Hawaï en 2016. Alors 2016, grande année pour les États-Unis puisque année d'élection, donc c'était un contexte très très intéressant. On a reçu la visite d'Obama, donc encore voilà des rencontres assez hallucinantes. Attends, dans quel sens vous avez eu la rencontre d'Obama? Ben, en fait, Obama étant né à Hawaï, et sa mère travaillait dans cet organisme dans lequel j'étais moi aussi. Et du coup, bah, à chaque fois qu'il allait sur Hawaï, il venait toujours visiter cet organisme. Sa sœur bosse là aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de connexions qui fait Vous que aviez la visite annuelle. ouais, quasiment, ouais, c'est ça, la retraite annuelle du président. Et cette année-là, donc j'arrive et on me dit: «Bah, écoute, Philippe, cette année, on voudrait aussi que tu interviennes un peu plus dans les autres programmes que l'on a». Et je leur dis: «Bah, ouais, avec grand plaisir». Donc ils me disent: «Bah, écoute, tel jour, on a tous les gens qui viennent d'Asie qui arrivent. On va faire un petit événement dans le parc, pour les accueillir et du coup, on voudrait te présenter à eux puisqu'ils vont interagir avec toi aussi, au cours de leur séjour». Je dis: «Ouais, OK, super». Et donc j'y vais et alors ils organisent tout le monde en cercle et puis, ils font un petit jeu, tu sais les fameux icebreakers, qu'on voit beaucoup. Oui, pour qu'on connaisse un peu les prénoms, qu'on se présente, et cetera. Voilà, c'est ça et ils disent: «Bah, voilà, vous allez chacun donner votre prénom, et un mot qui commence avec la première lettre de votre prénom et tous les autres après vous vont devoir répéter ça et puis, bah, le dernier de la file, il doit répéter tous les prénoms de tout le monde. Et dans ce groupe, je vois une femme, Mmh. voilà, qui venait d'arriver. Tintintin. Ta, exactement. Qui sortait de l'avion, qui venait en plus apparemment d'avoir une très mauvaise expérience avec son chauffeur de taxi, donc était pas dans la meilleure condition si tu veux pour ce genre d'exercice. Et on fait le cercle et j'entends son nom et elle dit voilà: «My name is, Hira, so, happy Hira». Et je la regarde, je dis: «Ah, tu vois, il y a un petit truc qui s'est passé, je sais pas, un petit truc, un machin». Je sais c'était voilà. Bon, bah, après je me dis: «Voilà, c'est une jolie fille, comme souvent avec les jolies filles. Et bon, la journée se passe, trop bien. Et 2 jours après, le staff vient me voir en me disant: «Écoute Philippe, le photographe, de l'organisation est malade, on doit faire les photos officielles du groupe aujourd'hui. Est-ce que tu peux les remplacer?» Parce que je fais un peu de photos, comme ça, ils avaient vu ce que je faisais. Je dis: «Bah, ouais, ouais, il y a pas de souci». Et donc je vais voir ce même groupe, et je leur dis: «Bah, les gars, c'est moi qui vais faire vos portraits officiels, donc bah, voilà, chacun son tour, vous venez», et donc là, bah, pareil, je retrouve cette femme, dans ce groupe, que je vois là au travers de mon objectif. Et là, je me dis, il y a quelque chose quand même, beaucoup, beaucoup de charme, cette jeune femme. D'accord, tu l'avais remarqué, quoi? Ouais, ouais, il y avait un truc et le soir même, une soirée avec tout le monde et tout et puis elle a fait un petit discours parce elle s'annonçait comme étant journaliste, donc tout le monde l'avait désignée pour parler devant tout le monde et elle a fait un discours, plein d'esprit, simple mais vraiment, je dis: «Ah, bah, décidément». Elle te plaisait sur plein d'aspects? Ouais, voilà, il y avait quand même beaucoup de choses, je me dis: «Bah, ouais, mais si tu veux, j'avais pas d'autres, idées en tête que voilà, c'est une jolie femme». En plus, aux États-Unis, il faut faire attention quand tu es staff, tu mélanges pas privé, perso, D'accord. enfin, c'est très, très mal vu, quoi, donc faut faire très, très attention et comme en fait, moi, quand je suis là-bas, je loge sur le campus, bah, on se voyait très souvent et donc au fil des semaines, on a, discuté, échangé, et cetera, et cetera. Et puis on s'entendait très bien. On va avec d'autres collègues au cinéma, on a discuté. Alors un soir, on s'est retrouvés, on était trois, et puis finalement, on n'était que tous les deux à parler, et l'autre, il a tenu la chandelle pendant toute la soirée. Donc là, je commençais à me dire, ouais, il y a un truc là quand même avec elle, et puis j'ai l'impression que ça pourrait être réciproque. Donc je me dis, bah, c'est plutôt sympa. Et je pars là à Taïwan avec le groupe pour l'accompagner comme je faisais. Et puis, bah, pareil, pendant le voyage, on continue à être en contact par Facebook, à discuter, etc., etc. Je me dis, ouais, quand même, ouais, il y a quelque chose. Et je reviens et on était fin octobre. Donc fin octobre, pleine campagne électorale aux États-Unis, donc y compris à Hawaï. Et arrive le fameux jour
des élections. Et le matin, je la croise et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu vas? Il y a une soirée qui est organisée pour suivre le résultat des élections. Elle me dit, ouais, 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 j'y vais, on s'y retrouvera avec mes autres collègues. Je dis, ok, bah, je passerai faire un tour, mais ça risque d'être une longue soirée, donc si ça te dit, est-ce que tu veux pas qu'à un moment donné, on aille se faire un film, dîner ensemble, juste pour se changer les idées, parce qu'entendre des commentaires politiques tout l'après-midi, ça va être un peu gonflant. D'accord et puis voilà, parce que ça peut être le réconfort de la journée. Voilà, exactement, puisque pour rappeler, hein, au cas où certains l'auraient oublié, 2016, c'était donc Hillary contre Trump. Et donc la journée se passe, et puis à un moment donné, je lui dis, bah alors, est-ce que tu as toujours envie d'aller au ciné? Elle me dit, ouais, là, je sature un peu, laisse-moi aller me doucher, puis on se retrouve et on y va. Allez, banco. Tous les 2. Tous les deux, juste tous les deux cette fois-ci. Ouais, là j'ai fait mon move là. Il y a plus de chandelle. Et ouais, non, voilà, c'est ça. Et donc on va au cinéma. Alors on était regarder un film de Mel Gibson qui était quand même assez gore, donc c'était pas forcément. Et on va dîner et le dîner s'est super bien passé. Puis là, tu as un photographe qui vient, ah madame, monsieur, vous voulez pas que je vous prenne en photo? Je dis, Vous êtes ah, un beau oui, pourquoi couple. pas, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Elle dit, ah bah rapprochez-vous, machin. Et puis je la vois qui se rapproche de moi de façon assez serrée. Et celle-là, celle-là, il faut que je te dise, elle est originaire du Pakistan. Et nécessairement, le Pakistan est un pays avec des règles sociales qui sont très différentes de ce que nous, on est habitué en Europe. La promiscuité, c'est pas l'habitude chez eux. Donc, si tu veux, le fait qu'elle se rapproche comme ça, je me suis dit, a priori, il y a quand même un truc. Et donc après, je lui dis, bah tiens, on a fini de dîner, est-ce que tu veux aller marcher tranquille dans le campus? Elle me dit, ouais, il n'y a pas de souci. Et sur le chemin, on regarde nos téléphones et puis on se rend compte que bah, visiblement Trump est en train d'être élu. Pour le coup, nous, on n'en a absolument rien à faire. On était très bien dans notre bulle à discuter. C'était génial. Et fin de soirée, bah, est arrivé ce qui devait arriver. Le rapprochement, on s'est embrassé. Et donc voilà. Et donc ça a été notre premier vrai rendez-vous. Donc elle était bien ouverte, Donc, aussi. elle était effectivement bien intéressée. Mais après, ben, on s'est dit, bah, ouais, mais voilà, dans 2 semaines, on s'en va. Elle repart au Pakistan. Ah, c'était la fin des 3 Ouais, mois? c'était la fin des 3 mois. Moi, je repars à D'accord. Tahiti. Le fait qu'on soit rencontrés à Hawaï, c'était quand même un sacré hasard, parce que Pakistan, Tahiti, il y a pas des lignes directes tous les jours non plus. Et se retrouver à Hawaï, voilà, c'était quand même des probabilités assez particulières. Donc, on a profité les 2 dernières semaines qu'on restait ensemble, mais en se disant, bah, on fait quoi après? Et elle me précisant, bah, voilà, moi, enfin, les relations dans mon pays, c'est pas comme en Europe. Il faut quand même faire les choses un peu plus sérieusement. En tout cas, voilà, on n'y va pas juste pour le plaisir. Donc ça sous-entendait quoi? Qu'elle voulait quelque chose de sérieux et que ça continue, d'une manière plus établie quoi plutôt? Enfin, elle se je sais pas, qu'est-ce Bah, en que fait, c'était si ça devait continuer au-delà de cet épisode hawaïen, c'était pour que éventuellement ça amène à quelque chose de sérieux. C'est pas genre, bah, on va voir ce que ça donne, on d'accord. reste en contact et puis si ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, c'est pas grave. Et là, j'ai dit, bah écoute, banco, moi je sens bien, même si ça paraît quand même Oui, assez rapide, et soudain, on va dire? rapide, soudain, et puis vraiment très très unique, quoi, hein, comme rencontre et comme combinaison, j'allais dire. Et donc je suis parti, et puis avec l'idée aussi que bah, on vient de cultures différentes, donc comment allait réagir sa famille, comment allait réagir ma famille. Elle est de religion musulmane, donc ce qui peut, dans certains cas, dans certaines familles en France, bah, être problématique. Et donc moi j'arrive chez moi, et puis je vois mes parents, je leur dis, bah voilà, il faut que je dise, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Ira, elle vient du Pakistan. Oui, mais vous allez faire comment alors? Je dis, bah, ça, on va voir, mais pour le coup, voilà, c'est quelqu'un que je me suis beaucoup attaché, donc on va tenter le coup. Elle, de son côté, bah, rentre chez elle aussi. Alors, elle a commencé d'abord à en parler à sa sœur, et puis après à sa mère, avant potentiellement d'en parler à son père, pour voir un peu quelles étaient leurs réactions. Et elle, c'était comment? Eh ben, écoute, des 2 côtés du mien comme du sien, ça s'est très bien passé. Mes parents ont dit: «Bah, écoutez, vous entendez bien, OK, bah, voyez ce que ça donne. C'est pas facile, il faut que vous attendiez à ce qu'il y ait quand même des obstacles, mais bon». Et si tu es heureux, tant mieux. Ouais, voilà, advienne que pourra, quoi. Donc on est resté en contact, et on est resté en contact pendant 1 an sans se voir. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, Tahiti, Pakistan, il n'y a pas d'avion, et quand on est, comme elle, né avec un passeport pakistanais, voyager, c'est une vraie difficulté. On a la chance avec un passeport français de pas mal pouvoir bouger. Tu arrives sur le pays, tu as ton tampon et tu rentres, et tu peux rester pendant souvent 90 jours. Elle, dès qu'elle veut sortir, c'est un visa.
Donc il faut aller à l'ambassade, il faut montrer patte blanche, voilà, avec tous les préjugés qui viennent sur ce pays, les histoires géopolitiques qui sont liées à cette zone du monde. D'accord, oui, donc c'était beaucoup plus compliqué pour elle même d'envisager de vous retrouver juste, une semaine, dans un pays qui est entre les 2 ou quoi? C'était C'est ça, c'est ça. C'était tout de suite la moindre initiative de voyage devenait une aventure avec des lourdeurs administratives, avec des possibles annulations à la dernière minute parce que le visa n'est pas obtenu. Enfin voilà, compliqué quoi. Et un an après, elle me dit, bah écoute, j'ai mes cousins qui habitent aux États-Unis, une d'entre elles va se fiancer. Je vais aux États-Unis avec mes parents. Pourquoi tu viens pas nous voir? Ce sera l'occasion de te présenter à eux et puis bah, de voir ce qu'il en est. d'accord, donc même si ça faisait un an que vous vous étiez pas vus, le fil s'est toujours fait, dans la tête et même à distance et au point de même te présenter, officiellement? C'est ça, exactement, c'est ça. Et grâce aux réseaux sociaux, on a beau taper sur Facebook, ils nous ont quand même bien aidés parce qu'on a passé du temps sur Messenger pour garder ce contact justement. Et donc je suis parti, rencontrer sa famille, à Washington et là, c'était toute la famille parce qu'il y avait vraiment les parents, les cousins, les oncles, les tantes, enfin il y avait du monde parce que c'était des fiançailles, donc il y avait forcément beaucoup de monde. Et là, pareil, ça s'est super bien passé. Des gens adorables, très accueillants, ils m'ont gâté comme pas permis. Donc là, on s'est dit, bon, bah, visiblement, ça le fait, quoi. Moi, il y avait aucun obstacle sur le chemin. Voilà, c'est ça. Et donc là, je lui dis, bah, écoute, prochaine étape, tu viens à Tahiti, il faut que tu vois mes parents quand même, quoi. Et elle me dit, bah, ok, on en parle à ses parents, ils disent, ok, pas de souci. Donc on prévoit ça pour le mois de mars 2018. Et en y réfléchissant, je lui dis, écoute, tu sais, on est bien ensemble, etc. Il faudra à un moment donné commencer à penser à des choses, à des engagements sérieux. Oui, plutôt que d'être à distance, ça peut pas durer éternellement non plus. Voilà, c'est ça, exactement. Et on en était conscients tous les deux. Donc c'était soit à un moment donné, on pouvait débloquer la situation et avancer sur quelque chose de vraiment sérieux et concret au même endroit, ou soit, bon, c'était pas la peine d'insister. Et au cours de ce séjour, bah, du coup, on passait dans un Starbucks et puis en attendant notre café, je me retourne et je lui dis, bah, écoute, tout se passe bien entre nous, est-ce que tu veux m'épouser? Elle me dit, bah, écoute, oui. Donc dans un Starbucks, Alors que vous aviez même pas vécu ensemble et tout, c'est fou! ouais, complètement. Et c'est ce que beaucoup de mes amis m'ont dit. Ils m'ont dit: «Mais attends quand même, tu vas pas un peu vite?» Et j'ai dit: «Ouais, mais vous savez, on a là des problèmes logistiques à un moment donné, on va pas pouvoir résoudre autrement. Donc je le sens bien, j'y vais, quoi». C'était une évidence pour toi, en fait? Ouais, c'est ça. C'est vraiment il y avait pas j'avais pas de questions. Je me suis dit: «Voilà, ça va être compliqué administrativement, mais niveau relationnel, non, c'est bon». Et donc bah, arrive le mois de mars 2018 et je lui dis: «Bah, écoute, on va en profiter pour faire un premier mariage à Tahiti, et donc bah, il va falloir demander le visa et cetera». Et alors là, ça a été une catastrophe et pour le coup, les services diplomatiques français n'ont pas été, les plus faciles à manœuvrer. Elle a eu son visa 24 heures avant de prendre l'avion. Oh là là, du coup, avec le stress tout le long de savoir si ça va l'avoir à temps ou pas. C'est ça, et un voyage de 40 heures au total. Donc tu imagines un peu, dans quel état elle est arrivée. Et donc du coup, nous, il a fallu qu'en 15 jours, bah, on prévoit le mariage, ici à Tahiti avec, les amis, avec, et cetera, parce que ça s'est vraiment fait, à la dernière minute. Mais elle a pu venir et on a pu faire un très beau mariage où elle était avec son sari, sur les plages de Tahiti, ce qui est une photo quand même assez unique. Inattendu. Ouais, voilà, exactement. Et bah, malheureusement, elle était là que pour 2 semaines et il a fallu qu'elle reparte. Et là encore, on a fait 8 mois, bien qu'étant mariés, loin l'un de l'autre à nouveau. Ça devait être une frustration énorme de pas pouvoir, se voir, se réveiller le matin, partager tous ces moments du quotidien. Ouais, c'est clair. Bah, c'est-à-dire que le peu qu'on a eu, on en a vraiment profité. Et après, bah, on était aussi réaliste de se dire, de toute façon, on le savait déjà. Donc, on s'y est préparé. Mais voilà, va falloir à un moment donné, assez rapidement, trouver une solution, quoi. Et j'imagine que d'un côté, ça sous-entend aussi que tous les échanges que vous aviez, parce que forcément passer un an puis 8 mois à distance, il devait y avoir des échanges tellement riches et vous deviez être sans barrière, quoi. Parce que parfois, on se dit, ah bah, j'attends d'être en face de la personne pour lui raconter telle chose de ma vie, me confier et tout. Vous n'aviez pas le choix, donc il fallait que ces échanges ils soient super vrais et authentiques, quoi, que vous montriez vraiment qui vous êtes. Absolument. Et en fait, quasiment, on a eu une relation, j'allais dire presque intellectuelle avant qu'elle soit, physique ou entre guillemets «charnelle». Et du coup, on a vraiment appris à se connaître. Et le jour où on a fêté le mariage ici à Tahiti, mes amis ont organisé des petits jeux, tu sais, comme on fait toujours dans les mariages pour voir si les mariés se connaissent. Et ils nous ont dit: «Bah, franchement, on est bluffés parce qu'on pensait pas que vous aviez à distance réussi à en apprendre autant l'un sur l'autre.
et finalement peut-être plus avancé que d'autres personnes qui ont une relation entre guillemets normale, c'est-à-dire au même endroit, qui vivent ensemble, etc., quoi. Vous n'alliez pas vous marier de toute façon si vous ne vous connaissiez pas, donc c'est que vous aviez dû tellement échanger, tellement rentrer dans les profondeurs de vos vies, en fait, à distance. C'est ça. Et puis finalement, on en a fait une chance, une opportunité, si tu veux, au lieu d'en faire un handicap, parce que bah, on savait que de toute façon, il fallait qu'on vive avec, quoi. Et la dernière étape de tout ça, bah, ça a été 2018 où moi, au cours de 6 mois de voyage un peu à droite à gauche en Asie, dans le Pacifique, bah, j'ai atterri à Karachi pour un deuxième mariage, mais cette fois-ci à la mode Pakistan. Voilà, le petit breton installé à Tahiti depuis 20 ans qui se retrouve à Karachi, habillé en tenue traditionnelle, dans un mariage traditionnel, mais avec de la musique tahitienne quand même, ce qui là aussi a dû être une grande première pour le Pakistan. Et on a fait un petit mélange de culture assez rigolo. C'est ça, vous avez fait 2 mariages uniques, même les gens de l'organisation, ils ont dû se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils nous font?» C'est clair, exactement. 2 mariages aux antipodes, mais finalement, bah, voilà, avec 2 familles qui sans s'être vues, parce que moi, mes parents n'ont pas pu venir au Pakistan et les siens n'ont pas pu venir à Tahiti. Donc ça a été vraiment à chaque fois, à distance pour eux, mais avec, voilà, beaucoup de bonheur de tous les côtés. Et puis après ça, bah, on a enfin pu arriver, en janvier 2019 à ce qu'elles viennent, s'installer avec moi à Tahiti. D'accord, donc c'est elle qui est venue te rejoindre? Ouais, voilà, parce qu'au niveau professionnel, elle était aussi un petit peu un tournant de sa carrière et elle avait plus forcément beaucoup d'opportunités dans son pays. Moi, avec mon entreprise qui était quand même en développement, on s'est dit, bon, pour l'instant, on va faire ça. Et en plus, on avait la possibilité, enfin, en tout cas l'envie d'aller nous installer, j'allais dire à mi-chemin, mais pas vraiment, mais c'est en Nouvelle-Zélande, un pays anglophone et dans le Pacifique quand même, donc il y avait un peu des deux. Et c'était le plan, bah, jusqu'à ce que l'année dernière, forcément, la pandémie arrive Et vous coupe un petit peu, l'herbe sous le pied? c'est ça. Et donc, bah, pour l'instant, voilà, on est installé à Tahiti. Ça doit être la seule pakistanaise de Tahiti. C'est super. Donc au final, cette histoire de quête professionnelle, de quête de ce que tu veux faire et grâce à ce TEDx initial et bah, aujourd'hui tu es mariée avec, une femme, qui a une autre culture, mais avec qui j'imagine vous partagez énormément. Ouais, parce qu'en fait, quand t'es pas de la même culture, tu peux jamais vraiment assumer que l'autre te comprend par défaut. Et du coup, tu es toujours obligé d'être clair dans ta communication et du coup, ça t'aide à grandir beaucoup. Oui, parce qu'il faut que tu te fasses comprendre, c'est ça. Donc tu peux pas faire des sous-entendus et en français, on a plein d'alternatives pour dire les choses à moitié, être subtil et cetera. À un C'est moment, si tu as ça. besoin de te faire comprendre en anglais ou quoi, faut aller droit au but et bon, tant pis, je sais pas, j'imagine la peur de dire les choses trop vite, Mmh. trop direct. Ouais, c'est ça. Et puis de se dire, bah voilà, l'autre a une perspective différente de par sa culture, de par son vécu. Et du coup, moi, ce qui me paraît évident, bah, va pas forcément l'être. Et au final, bah, de tout ça, on en a grandi l'un comme l'autre. Et ça aide même au développement de l'entreprise parce que bah, aujourd'hui, elle s'y implique aussi. Elle y apporte sa vision des choses, sa richesse. Et moi, bah, forcément, avec tout ça, j'en suis un grand gagnant aussi au plan personnel, au plan, enfin, à tous les plans, quoi. Donc c'est un vrai hasard, parce que moi je crois au hasard. Je pense pas que tout arrive pour une raison, mais je pense que voilà, le hasard parfois nous donne de belles opportunités ou de belles chances de faire des belles choses. Et quand on arrive à les saisir, tu vois, je me suis dit, bah oui, je vais prendre l'avion, je vais y aller. On s'ouvre après là, de beaucoup de possibilités. C'est super, c'est super. C'est vrai que si jamais tu avais écouté ton nouveau patron qui te disait reste, et ben, bon, il serait passé d'autres choses, mais Ouais, tu serais resté dans ce métier qui te plaisait pas forcément et peut-être que tu serais passé à côté de la femme de ta vie. exactement. Et en plus, pour revenir en arrière sur cette histoire, justement, quand je suis rentré la première fois, bah, j'ai appris que le PDG avait été viré et que du coup, la promotion, je ne l'aurais de toute façon jamais eu. Donc, tu vois, ça a été. T'as bien fait suivre ton instinct au final. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je pense que j'ai pas cédé on va dire, au court terme de se dire, bah voilà, le gars un carriériste en me disant, non, là, j'aurai une expérience plus riche sur du long terme. Et effectivement, elle est encore riche, cette expérience. Elle est pas finie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Philippe pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.